Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mon nom est Mathieu Trépanier et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée très spéciale puisqu'on va, lors de cette émission, faire se rejoindre la petite histoire et la grande histoire et notamment celle qui est en train de se dérouler sous nos yeux, dans nos écrans pour beaucoup d'entre nous et pour tant d'autres de manière, hélas, très concrètement, en Ukraine. Et j'ai le plaisir donc de recevoir aujourd'hui Galina Lihoshva et pour qu'on aborde ensemble l'histoire des Ukrainiens au Canada, l'histoire des Ukrainiens à Montréal aussi en particulier. On va ensemble avec Galina aborder notamment le secteur de la Petite Ukraine dans Rosemont et tous ces liens historiques qui souvent sont assez mal connus, je pense. Tu me diras ce que tu en penses, Galina, mais des liens qui finalement unissent notre ville, le Québec et avec la grande histoire de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Galina. C'est très gentil. Vitayo, c'est bonjour en ukrainien. Bonjour Mathieu et un grand merci de me recevoir parce que c'est vraiment un grand honneur pour moi de participer à cette émission de la Société historique de Montréal et parler de ma chère communauté ukrainienne. Mais c'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. Galina, donc c'est ta première participation à l'émission. Alors nous, on se connaît un petit peu tous les deux parce qu'on fréquente les mêmes cercles historiens. On est une grande petite famille. Mais est-ce que, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, s'il te plaît? Bien évidemment. Je suis au Québec depuis 2016 et en fait, moi, j'ai deux travails. Je suis interprète judiciaire et interculturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, j'interprète avec 4 langues, donc français, anglais, ukrainien et russe, dans les cours municipaux, par exemple, dans les palais de justice, dans les hôpitaux, cliniques, donc où on a besoin pour la communauté ukrainophone ou russophone. Et mon deuxième travail, donc moi, je suis guide touristique de Montréal, certifiée, et je donne les visites guidées en 3 langues, en français, en anglais et en ukrainien, et y compris ma visite guidée La Petite Ukraine dans Rosemont. Également, depuis 2 ans, moi, je suis guide accompagnatrice pour les groupes scolaires américains qui viennent ici pour apprendre le français et découvrir le Québec. Et de plus, pendant 2 dernières années, j'ai aussi travaillé au Musée d'histoire et d'archéologie Pointe à Calgary, où j'ai lancé un projet de visite guidée ukrainien pour les réfugiés ukrainiennes. Et tu sais, j'adore mon travail de guide touristique parce que mes 2 passions sont unies, la langue française et la découverte du Québec. C'est merveilleux. Je trouve ça vraiment très intéressant que tu aies proposé une version ukrainienne de la visite guidée qui est donnée typiquement au musée Pointe-à-Calière, qui est généralement donnée en français ou en anglais. Et là, c'était donc dans un but d'intégration, c'est ça, d'encadrement des nouveaux arrivants ukrainiens? Exactement. Donc, c'était l'un des buts pour que les Ukrainiens qui arrivent ici, qui ne parlent pas ni anglais ni français, parce que l'immigration, c'était l'immigration forcée. Ils arrivent ici en sachant presque rien sur le Canada, ni le Québec. Et ma visite guidée aide à s'intégrer plus rapidement, mais en même temps de donner cette goutte de normalité de la vie normale, aller au musée, apprendre des choses, tandis que l'armée russe en Ukraine, elle a volé pas juste les vies, les villes, mais aussi la vie normale aux Ukrainiens. Et écoute, Galina, je suis très content de t'avoir à l'émission parce que justement, j'ai eu la chance d'assister à l'une de tes visites guidées il y a quelques jours dans ce secteur de Rosemont qu'on surnomme la Petite Ukraine. Visite guidée d'ailleurs que je recommande fortement aux personnes qui nous écoutent. On va en reparler plus en détail d'ailleurs dans la seconde partie de l'émission. Mais pour ceux et celles, Galina, qui ne sauraient pas exactement c'est où la Petite Ukraine? En fait, saviez-vous que le Canada, c'est le 3e pays avec la plus grande communauté ukrainienne au monde, après l'Ukraine et même la Russie. Donc, à peu près 4% de la population canadienne sont d'origine ukrainienne. C'est intéressant. Ouais. Et saviez-vous que dans la ville de Québec,
Sur l'allée des poètes, il y a un monument d'un grand poète ukrainien, Taras Shevchenko, qu'on nomme le Félix Leclerc ukrainien. Ah oui, OK. Donc, en fait, le monument ou la rue ou le parc de Taras Shevchenko se trouve presque dans chaque ville en Ukraine et à Montréal. D'accord. À Montréal, en fait, on n'a pas encore de monument de notre poète ukrainien, mais il y a le parc de l'Ukraine, la rue de l'Ukraine, boulevard Shevchenko, parc d'Ivan Franko, 10 églises ukrainiennes, 3 écoles ukrainiennes, caisse des jardins ukrainiens, la résidence pour les personnes âgées, le musée ukrainien, les missions Canada, les missions Télé, quelques centres ukrainiens, l'association ukrainienne de la jeunesse, quelques épiceries ukrainiennes, Zhetinsky Deli et Pyrogy Lili. Donc, dans le secteur Rosemont, qu'on surnomme la Petite Ukraine, on retrouve le plus grand nombre d'institutions ukrainiennes qui desservent la communauté et qu'on découvre pendant ma visite guidée. Oui, c'est très intéressant. Donc, c'est à peu près autour de la rue Bellechasse, la 12e, 13e avenue, c'est à peu près ça? Exactement, où se trouve la belle cathédrale orthodoxe de Sainte-Sophie. Et Galina, tu disais... alors, je vais me permettre de te citer, si tu le permets, mais sur le groupe Facebook Histoire de Montréal, tu écrivais récemment que la période et la thématique de l'histoire montréalaise qui t'intéressait beaucoup, et là je te cite, c'est les années 1880-1910, le début de l'arrivée des immigrants allophones, juifs, chinois, italiens, afro-américains, ukrainiens, portugais, etc., leur vie, leur intégration, leurs espoirs, leurs relations avec les Montréalais anglophones et francophones et pourquoi ils choisissent Montréal comme terre d'accueil, leur contribution et comment ils ont façonné le visage de la ville. Je dois dire, je suis totalement d'accord avec toi, Galina. C'est une période qui est extrêmement intéressante. Les dernières décennies du 19e siècle, le tournant du 20e siècle, la montréalité va complètement se transformer à cette époque-là, justement avec l'arrivée de toutes ces communautés nouvelles. Donc, c'est vraiment là que les premiers Ukrainiens, est-ce qu'ils arrivent au Canada justement durant cette période? Ce sont qui les premiers qui arrivent? Exactement. Donc, à la fin du 19e siècle, ça va être la première vague d'immigration ukrainienne au Canada à partir de 1891. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'Ukraine n'existe pas comme l'État indépendant. En fait, l'Ukraine est divisée entre 2 empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. Et les Ukrainiens, en fait, ils sont des serfs pour ces empires-là. Donc, ils n'ont pas vraiment leur maison à eux, leur terre à eux. Donc, tout ce qu'ils récoltent, ils doivent donner aux autres. Et en ce moment-là, en fait, au Canada, le gouvernement, le jeune gouvernement canadien, à la tête Clifford Sifton, le ministre de l'Intérieur, à cette époque-là, il encourage l'immigration vers l'Ouest. Il lance une grande compagnie de séduction pour attirer des nouveaux habitants dans l'Ouest canadien. Et il y a même une publicité de cette magnifique possibilité d'avoir un clopin de terre gratuit dans l'Ouest canadien, traduit dans plusieurs langues slaves, y compris ukrainien. Ah oui, donc on cible particulièrement les Ukrainiens. Oui, mais aussi les Polonais, toute l'Europe de l'Est. Toute l'Europe de l'Est. Donc, effectivement, en voyant cette magnifique proposition, à peu près 170 000 paysans ukrainiens des régions de Galicie, de Bukovine et Transcarpathie qui arrivent au Canada à cette époque-là et vraiment pour aller dans les prairies canadiennes. Donc, peupler l'Ouest essentiellement et y faire de l'agriculture, si je comprends bien. Tu as tout à fait raison. Et ce qui est intéressant, c'est toi, tu vas voyager dans les prairies ukrainiennes. Je m'excuse. Les prairies canadiennes, oui. Les prairies canadiennes. Tu vas retrouver le paysage ukrainien. C'est les champs de blé, le ciel bleu, notre drapeau ukrainien. Notre drapeau, oui. Et effectivement, il y a même des villages ukrainiens que tu vas retrouver les maisons ukrainiennes nationales. Il y a même les villages qui parlent
ukrainiens et tu sais que ça a failli que Edmonton soit Edmundchuk. Edmundchuk, parce qu'à à tel point, il y avait une communauté forte à cet endroit-là. C'est ça? C'est plutôt l'Alberta, si je comprends bien? Oui, donc Oui. les Ukrainiens se concentrent dans les 3 provinces des prairies, Mhm. Alberta, Manitoba, Saskatchewan, jusqu'à les années 60. Mhm. Mais à partir des années 60, c'est plus Ontario, Toronto qui va reprendre, va être à la tête des villes qui reçoivent plus d'Ukrainiens. Et justement, donc, à l'époque, Montréal est la porte d'entrée du Canada. Il y a Halifax aussi, mais Montréal est importante. Et donc, une certaine partie de la communauté ukrainienne va être retenue, disons, à Montréal et va former une communauté ici. Et j'aimerais savoir plus spécifiquement, donc, les premiers Ukrainiens montréalais, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Oui, tu as raison. Même si les Ukrainiens viennent au Canada pour aller peupler l'Ouest Mhm. canadien, c'est pas tout le monde qui va faire tout ce voyage, hein, le chemin de fer et aussi il faut payer pour ce Mhm. voyage-là. Et Montréal, vu que c'est une ville de passage et les Ukrainiens que peut-être qu'ils sont plus ouvriers industriels, ils choisissent d'y rester pour travailler dans les shops de la compagnie ferroviaire du Grand Tronc. Tu sais, à Mhm. l'époque, quand même, c'était un très, très grand employeur ici à Énorme, Montréal. ouais, énorme. Énorme. Et c'est ça, les premiers Ukrainiens à Montréal se retrouvent au point à Saint-Charles, hein, OK. avec les autres immigrants irlandais, anglais, écossais, canadiens, français, Mhm. polonais. Et en fait intéressant que l'accueil parmi la population canadienne est mitigé envers les Ukrainiens. Les immigrants ukrainiens étaient parfois méprisés par les Ah oui? anglo-saxons. Certains ont dû même changer leur nom de famille pour trouver du travail, Ah comme oui. j'imagine comme plupart d'autres immigrants. Ils ont anglicisé leur nom, c'est ça? OK. Exactement. Et ce qui est intéressant, que les Canadiens français n'aimaient pas non plus les Non, étrangers. décidément. Ouais, ouais. Parfois, j'ai trouvé une très belle information. Ils cassaient les vitres dans les maisons où les Ukrainiens habitaient. Ah oui. Ouais, donc C'était pas c'est des ça. époques de grande paix sociale et de cohésion entre les communautés à cette époque-là. Ben, c'est pour ça que j'ai On posé s'est cette amélioré depuis le Ouais, c'est temps. pour ça que j'ai posé cette question. C'est intéressant Oui, de oui, bien voir sûr. l'interaction entre les Mhm. différentes communautés immigrants et aussi l'interaction avec les locaux, hein, les Ouais, ouais. Canadiens français, les Montréalais. Et Galina, tu as mentionné donc c'est Pointe-Saint-Charles, mais évidemment, un des sujets principaux de l'émission aujourd'hui, c'est la petite Ukraine dans Rosemont. Comment est-ce qu'ils atterrissent là? En fait, grâce aux Lexus ukrainiennes qui Mhm. sont encore debout dans les différents quartiers, on peut voir dans quel quartier les immigrants ukrainiens s'installent. Mhm. Effectivement, ils choisissent les quartiers de Montréal où ils peuvent trouver du travail et du logement. Tu sais. Dans le quartier Frontenac, par exemple, les Ukrainiens travaillent chez Montreal Light Head and Power et chez Montreal Locomotive Works. À la Chine, ça va être Dominion Bridge Company. Mm. Et effectivement, à Rosemont, il y a aussi un grand employeur qui est Canadian Pacific et Mhm. les shops d'Angus et aussi les petites industries du boulevard Papineau. Ah oui, du boulevard Papillon, intéressant. OK. Et oui, et c'est dans les années 1950, avec la 3e vague d'immigration au Canada, les Ukrainiens au Canada, et ce sont plus les réfugiés politiques, la plupart en provenance de camps de personnes déplacées de l'Europe occidentale. Donc, ce sont immigrés pour la plupart des gens des métiers et des professions, Mhm. des intellectuels, des professeurs, médecins, administrateurs, ingénieurs, artistes, ouvriers. Et pourquoi à Rosemont? Parce que, premièrement, il y a des avantages intéressants. Il y a meilleures conditions de vie parce Mhm. que c'est le quartier en plein développement. Il y a plus d'espace. Les anciennes enclaves, ils sont surpeuplés. Mhm. Et effectivement, ces trois critères sont importants pour habiter Rosemont. D'accord. Et tu as mentionné aussi quelque chose dans ta visite guidée, Galina, qui m'a intrigué. Et sur le coup, je n'avais pas osé te questionner là-dessus, mais tu suggérais que chez une partie de la communauté ukrainienne, il y avait cette idée que oui, on vient au Canada, on vient à Montréal, mais au fond,
il y avait une hésitation entre une immigration temporaire ou une immigration permanente. Peut-être qu'on allait finalement retourner en Ukraine, peut-être pas. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce qu'il y avait une pensée comme ça qui a traversé l'histoire de la communauté ukrainienne? Oui, tu as bien raison, c'est vrai. Certaines sources citent et même le témoignage, de Bogdana, Monchak, en fait, une madame ukrainienne âgée de 85 ans Mhm. qui est immigrée à Montréal en 1949 et moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer cette Tu l'as madame. rencontré, oui? OK. Ouais, de parler vraiment Mhm. de l'immigration ukrainienne à Montréal. J'avais l'impression que je touchais Ouais, l'histoire. ouais. Donc, même elle, elle dit que l'immigration était temporaire. Pourquoi? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, à peu près 35 000, 40 000 personnes déplacées d'origine ukrainienne ont été relocalisées au Canada. Et c'était la plupart des anciens déportés ou les exilés fuyant le communisme. Donc, la plupart se sont installés au Québec, à Montréal, et ils ont pris du temps à s'intégrer à la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'espoir de retourner dans une Ukraine libérée de la Ah, OK. domination. Donc, entre-temps qu'on ne peut pas créer notre État libre et indépendant sur le territoire ukrainien, donc les gens, en habitant ici, ils n'étaient pas vraiment sûrs est-ce qu'ils donnent tous les efforts pour s'intégrer à à la nouvelle communauté. Euh, Ce qui est intéressant que aussi Madame Monchak m'a confié, elle allait à l'école québécoise, elle apprenait le français, l'anglais, l'histoire, mais en même temps, samedi et dimanche, elle allait aux écoles ukrainiennes Mhm. pour ne pas oublier ce lien avec l'Ukraine. Donc, elle apprenait aussi la culture, les traditions, les chants, les danses ukrainiennes. Ce qui est intéressant, que l'immigration d'aujourd'hui, hein, Mhm. l'immigration forcée. Oui, il y a un parallèle évident avec aujourd'hui, oui. Ouais, Exactement. ouais. Donc, quand moi, je donne mes visites guidées ukrainiennes, la Mhm. plupart des gens me disent, Galina, on aimerait bien retourner quand ce sera moins dangereux en Mhm. Ukraine. Et c'est pour ça, je vois que la communauté ukrainienne aujourd'hui, elle est très, très active. Donc, il y a les églises ukrainiennes qui Mhm. s'ouvrent, les écoles ukrainiennes pleines à craquer, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants ukrainiens qui aimeraient bien continuer leur éducation en ukrainien. Il y a beaucoup d'activités culturelles. Il y a même la bibliothèque ukrainienne qui vient de s'ouvrir dans la Fédération nationale ukrainienne. OK. Ah oui, OK. Donc depuis le début, il y a cette, on est entre 2 chaises là, c'est comme tu disais là, il y a toujours une volonté de revenir éventuellement en Ukraine. Oui, Ouais, oui. c'est vraiment intéressant et tu mentionnais, un petit peu plus tôt dans l'émission, Galina, au c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est au début, au tournant du 19e et du 20e siècle, l'Ukraine, dans sa forme actuelle, n'existait pas exactement. C'était un pays culturel et historique, mais qui était en fait donc divisé entre les grands empires. Une partie de l'Ukraine, donc, si j'ai bien compris, faisait partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'autre Empire russe. Mais l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'est assez intéressant parce que le Canada, lors de la Première Guerre mondiale, va se retrouver en guerre contre l'Empire d'Autriche-Hongrie. Qu'est-ce qui va se passer pour les Ukrainiens qui ont un passeport austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale? Ça peut pas bien se passer, là. Non, tu as bien raison. Donc, les Ukrainiens, pendant la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas naturalisés, sont déclarés étrangers, ennemis et internés. Hmm. Donc, la xénophobie, la paranoïa d'attaque et le patriotisme exagéré de la population canadienne poussent le gouvernement canadien à adopter la loi sur les mesures de guerre. Les Ukrainiens, identifiés comme sujets d'un pays ennemi, sont alors soumis à des traitements particuliers. Plus de 80 000 personnes sont alors répertoriées. Ils doivent se présenter régulièrement au poste de police avec des papiers d'identité spéciaux. Environ 5 000 Ukrainiens, principalement des hommes, sont aussi envoyés dans les camps d'internement et sont privés de leur droit de vote. Ils subissent alors de mauvais traitements. Ils doivent effectuer des travaux forcés pour un salaire dérisoire, comme l'aménagement du parc national de Banff. Ah oui, c'est vrai? Plusieurs y laissaient leur vie
d'autres tombent malades ou se blessent. Au Québec, c'est plus le camp à Spirit Lake, à quelques kilomètres d'Amos, en Abitibi. Et à Montréal, il y a aussi le camp qui se trouvait sur la rue Saint-Antoine. Ce qui est intéressant, que le gouvernement canadien, en fait, a reconnu cet épisode noir de son histoire en 2005, sous la pression des associations ukrainiennes. Une donation de 10 millions de dollars a été attribuée pour éduquer le grand public sur ce sujet longtemps tabou et consolider les valeurs de respect mutuel, du multiculturalisme, d'intégration. C'est pour ça ce sujet est assez bien documenté dans les médias canadiens. Donc, si tu tapes sur Google Première Guerre mondiale au Canada et les Ukrainiens au Canada, on trouve ce genre de choses. Mais je voulais juste indiquer un autre moment. Au même moment, pendant la Première Guerre mondiale, plus de 10 000 Ukrainiens au Canada s'enrôlent dans les forces armées canadiennes. Ah oui, OK. Et d'ailleurs, c'était un Ukrainien qui était le premier membre du corps canadien, n'étant pas né dans l'Empire britannique, à se voir décerner la croix de Victoria. Qui était la plus haute distinction exactement qu'ils peuvent recevoir les Canadiens. C'était caporal Philippe Konoval, qui était né en Ukraine et a montré un courage exceptionnel pendant la bataille en 1917. Donc, tu vois, comme nos soldats ukrainiens sont braves, hein? C'est pour ça qu'on croit en nos encore forces. Aujourd'hui. Oui, absolument. C'est très intéressant. Tu mentionnais le camp à Montréal. En fait, c'était, si je peux me permettre, Galina, c'est pas moi l'invité, mais je vais le dire quand même. Mais c'était au 1162 rue Saint-Antoine-Ouest. C'est là où il y a la tour des Canadiens là, aujourd'hui. Et d'ailleurs, le constructeur a reproduit dans la tour, je ne sais pas si tu es allé voir, mais a reproduit dans la tour la forme de l'ancien camp. Donc, on peut le voir. Il y a une trace visuelle et mémorielle de ça. C'est quand même bien qu'ils aient fait ça. Et c'était un camp, en fait, de transit et de tri. Hein. C'est-à-dire qu'on s'assurait des personnes à Montréal, on les mettait là. Et justement, une grande partie de la communauté habitait pas très loin, en fait, hein, Pointe-Saint-Charles, le sud-ouest. Là, on était dans le secteur des grandes gares de Montréal. Et ces grandes gares-là, en fait, le camp était juste à côté de la gare Windsor. Donc, on pouvait envoyer ensuite les prisonniers dans tout le système concentrationnaire canadien qui s'est développé, justement, qui a emprisonné ces 5000 hommes ukrainiens, comme tu le mentionnais, dont à Spirit Lake en Abitibi, qui est un lieu qu'on peut visiter d'ailleurs. Pour ça, c'est très intéressant. Un lieu qui a eu 1000 vies d'ailleurs. Très, très intéressant. Écoute, Galina, on arrive à la fin de la première moitié de l'émission. Alors, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on va se retrouver tout de suite après pour la seconde partie de l'émission. Покотилися, ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мір хороший, тебе товар весь хороший, будеш мати мір хороший.
On est de retour pour la deuxième partie de cette émission de Notre Histoire en tête, enregistrée depuis les locaux de la Société historique de Montréal, place Jacques-Cartier. Nous sommes, je le rappelle, en compagnie de Galina et on vient d'entendre, Galina, une pièce ukrainienne. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Et effectivement, donc la chanson s'appelle Щедрик. C'est une œuvre mondialement connue, en fait, du compositeur ukrainien Mykola Leontovitch, composée au début du XXe siècle, basée sur les chants populaires ukrainiens qui s'appellent Щедрівки. Donc, Щедрівки, en fait, ce sont les chansons pour le Nouvel An. Ah oui. Et à l'époque, le Nouvel An se fêtait au début du printemps. C'est pour ça on entend dans la chanson « Lastivka prelitila », ça veut dire « l'hirondelle est arrivée ». L'hirondelle est arrivée. Et ce qui est intéressant, que cette chanson a été dans le répertoire du chœur d'Alexandra Koshitsa, qui a fait la tournée en Europe en 1919, en Tchécoslovaquie, en Autriche, en Suisse, en France, en Belgique et même aux États-Unis en 1922. Et à cause de cette tournée-là, en fait, cette tournée, c'était la diplomatie culturelle pendant que l'Ukraine a essayé d'avoir son indépendance pour montrer que la culture ukrainienne existe, encore une fois, parce qu'à l'époque, les pays occidentaux ne connaissaient que la Russie. Et aux États-Unis, il y avait un autre compositeur américain d'origine ukrainienne qui reprend ces chansons-là, qui va faire traduire en anglais, et ça va être connu sous le nom Carol of the Bells. Carol of the Bells. Ouais. Donc, et aujourd'hui, c'est vraiment très, très, très connu grâce au film américain Maman, j'ai raté l'avion, qu'on entend là-bas. C'est vrai, oui. Et c'est ça. Mais je voulais juste vous dire que en version anglaise, c'est une chanson de Noël, tandis que dans les paroles, on entend le printemps. Ah oui, d'accord. Mais c'est très intéressant. Merci pour le choix musical, Galina. Avant la pause, donc, on s'était laissé sur la question de la Première Guerre mondiale, l'internement dans les camps de concentration d'une partie de la communauté ukrainienne, parce que oui, nous autres Canadiens, nous avons eu des camps de concentration aussi. Et donc ensuite, évidemment, l'histoire continue d'avancer. Il y a quelque chose qui apparaît dans la trame historique mondiale, c'est l'URSS. Et là, donc, c'est, j'imagine que, évidemment, pour les Ukrainiens, c'est fondamental dans l'histoire récente. Et exactement. Donc, les prochaines vagues, si on peut dire, la deuxième vague d'immigration et la troisième vague d'immigration, ce sont vraiment les gens, les réfugiés politiques. Les réfugiés politiques, ce sont les immigrants se caractérisent par un sentiment très, très vif de l'indépendance perdue de l'Ukraine, parce que l'URSS est venu, il a volé cette indépendance-là. Donc, ils sont vraiment anticommunistes, ces immigrants-là. Et grâce au fait qu'au Canada, il y a cette liberté d'expression, cette démocratie-là, donc ils sont vraiment penchés vers sauvegarder la langue ukrainienne, la culture ukrainienne. C'est pour ça, pendant cette période-là, si on peut dire, les années 50, 60, c'est l'âge d'or de la communauté ukrainienne, on dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 9 églises nouvelles qui sont construites ou rénovées. Ici à Montréal? Ici à Montréal, et aussi une à Val-d'Or. Ah oui? Oui, parce qu'à l'URSS, on ne peut pas aller dans l'Église. L'Église n'existait pas à l'Union soviétique. La religion, c'était l'opium pour le peuple. La religion, c'était la partie communiste. Il y a 7 écoles ukrainiennes qui voient le jour où les jeunes Ukrainiens y apprennent l'histoire, la culture, la littérature, les traditions ukrainiennes. Donc, ces écoles sont vraiment un moyen de survie identitaire pour les Ukrainiens. Il y a 30 différentes associations culturelles, politiques, sportives, de la jeunesse, d'étudiants qui apparaissent pendant cette période-là. Il y a 3 nouvelles caisses d'économie sont créées, émissions radio qui est mise en ondes,
camp des vacances affilié à paroisse, faculté de langue slave. Donc, à l'Université de Montréal, il y avait le département d'études slaves et tu pouvais même écrire une thèse en langue ukrainienne. Ah oui. Et moi, j'ai retrouvé une thèse de la madame ukrainienne la thèse porte sur les églises ukrainiennes à Montréal, complètement en ukrainien. Ah oui, complètement en ukrainien. Ah oui, c'est des monographies comme ça de communautés. Dans la communauté italienne, il y en a aussi des monographies paroissiales comme ça qui racontent l'histoire très spécifique d'une partie de la communauté ou d'un lieu particulier où la communauté habite. C'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment intéressant parce que toi aussi, tu t'inscris à titre personnel dans cette longue histoire de l'immigration ukrainienne à Montréal, au Québec. Comment est-ce que tu as atterri ici? C'est quoi ton parcours? Je suis née dans le pays qui n'existe plus. Mm. Je suis née à l'Union soviétique. Mhm. Mais j'ai grandi quand même au centre de l'Ukraine, l'Ukraine de l'État indépendant, dans la ville de Kryvyi Rih. Essayez pas de répéter, vous allez casser la langue. D'ailleurs, c'est la ville natale de notre président actuel, Volodymyr Zelensky. Ah oui, OK. J'ai fait mes études à l'université, dans la même université que lui. Donc, en fait, j'ai passé la plupart de ma vie en Ukraine. J'ai terminé là-bas l'école, primaire, secondaire, l'université. J'ai travaillé plusieurs années à Kiev avant d'immigrer au Québec. Pourquoi le Québec? Oui, pourquoi le Québec? Parce qu'à l'école, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à apprendre le français. Et je suis tombée éperdument amoureuse de cette langue-là. Donc, j'ai même choisi le programme universitaire dans ma ville avec la seule condition continuer d'apprendre le français sur les bancs d'école. Ah oui, OK. Ouais. Donc, c'est une longue histoire, ça. Exactement. Longue histoire d'amour avec le français. Et quand moi, je travaillais en Ukraine, j'ai vraiment choisi les postes où on utilisait la langue française. Ah oui, OK. Et j'ai toujours chérissé le rêve de vivre dans un pays francophone. Ah oui, OK. Donc, c'est pas surprenant que quand j'ai appris qu'il existait le programme d'immigration permanente travailleurs qualifiés au Québec, j'ai posé ma candidature et après 4 ans d'attente, j'ai débarqué sur la terre québécoise franco-canadienne d'Amérique du Nord d'expression française. Toute référence à un certain film de Pierre Falardeau et Fortune, bien sûr. Oui. Oui, mais c'est bien résumé. Bravo. Ouais. Et comme beaucoup d'immigrants, j'ai commencé par le bénévolat et par pur hasard. Et à ma grande surprise, après seulement quelques mois après mon arrivée au Québec, en ne sachant presque rien sur l'histoire de Montréal, je suis devenue guide bénévole francophone dans le musée Château-Ramsay. Ah oui, OK, je ne savais pas que tu avais été au Ramsay. Intéressant, OK. Oui, et en fait, qui est devenu mon premier lot de travail. Ah oui, OK. En travaillant là-bas comme guide accompagnatrice, je suis tombée éperdument amoureuse de l'histoire, de la culture et des gens de ma terre d'accueil. Cet amour m'a amenée de poursuivre mes études à l'Université de Montréal et à l'THQ pour connaître plus sur l'histoire, la sociologie, la culture, la littérature du Québec. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et en 2019, j'ai passé mon examen, j'ai eu mon permis de ville et je suis devenue guide touristique de Montréal. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Et tu disais dans ton introduction dans l'émission, tu donnais des visites en ukrainien, notamment à Pointe-à-Calière, justement pour participer à la communauté ukrainienne. Et justement, donc, tu étais très active dans la communauté ukrainienne de Montréal. Quel regard tu portes sur la communauté ukrainienne? De quoi elle a l'air, la communauté ukrainienne de Montréal aujourd'hui? Si on parle, par exemple, du Québec, Ouais. du Québec, il y a plus de statistiques. Oui, OK. Donc, la communauté ukrainienne, avant la guerre, c'est à peu près 30 000 personnes seulement. À Montréal, il y a juste 60 qui habitent, 20 Montérégie, 5 Gatineau, 5 Laval et des Laurentides. Un tiers de personnes sont de la première génération. Ça veut dire comme moi, qui sont nés à l'étranger. À peu près un tiers sont de la deuxième génération. Ça veut dire ils sont nés au Canada. Et à peu près 45 c'est la troisième génération. Donc, ça veut dire que leurs parents sont nés au Canada. Ce qui est intéressant, quelle langue la communauté ukrainienne parle? À peu près 60 parlent français et anglais.
80% connaît le français, mais à la maison, à peu près 50% parlent anglais. Ah oui, OK. À peu près 25 français. Mhm. Par exemple, moi, je parle français avec mon mari et 23 ukrainiens. Donc, en fait, c'est l'anglais et la langue maternelle de 40% de membres de la communauté ukrainienne. Ça s'explique historiquement, j'imagine. C'est ça? Exactement. Oui. Donc, comme la plupart des migrants, en fait, qui arrivent ici, même, c'était le témoignage de cette madame Bogdana Monchak, Mhm. la madame âgée de 85 ans, et elle a confirmé, en fait, cette information-là. Sa famille a émigré en France, donc elle a appris le français en France Ah oui, OK. pendant 3 ans. Après, ils ont émigré au Canada, au Québec, à Montréal, et ses parents voulaient qu'elle aille à l'école francophone, ici à Montréal. On parle des années Mhm. 50. Mais les paroisses francophones québécoises, ils ne voulaient pas vraiment avoir les immigrants dans leur Mhm. paroisse. Donc, ils envoyaient presque tous les immigrants, même s'ils étaient catholiques, dans les écoles des paroisses anglophones. Ah oui, OK. Donc, c'est pour ça la communauté ukrainienne, même Mhm. si elle voulait Oui, oui. aller dans les écoles francophones, ils étaient obligés d'aller dans les écoles anglophones. J'imagine que le monde du travail aussi a dû jouer à une certaine époque où, pour travailler à Montréal, c'était plutôt en anglais, en fait, dans les entreprises. Hein. Oui. Mais son père, il était le prêtre dans Ah oui? une église ukrainienne. Mais vu que sa petite fille, Mhm. elle avait 10 ans quand elle a immigré ici, donc elle voulait continuer parce qu'elle ne parlait pas anglais. Ah Elle oui, parlait OK. pas anglais. Elle voulait continuer en français parce qu'elle parlait français. Mais en arrivant ici, on a dit non, il faut que tu ailles à l'école anglophone. Ah, c'est un gros dossier, le dossier linguistique au Québec. Absolument. Et j'aimerais ça qu'on revienne un peu, Galina, sur la question du rôle de la diaspora ukrainienne, pas juste au Canada, mais dans le monde. Hein. C'est souvent le cas pour les autres peuples qui, pour des raisons diverses, ont été éparpillés. Mais la diaspora, elle conserve souvent une partie de la mémoire qui est réprimée dans le pays d'origine. Ici, à Montréal, je pense que le cas le plus connu, c'est probablement celui des Juifs, qui ont formé une très, très grosse communauté avec les Italiens. Et, si tu faisais abstraction des francophones et des anglophones, disons de souche, tu avais des Juifs et des Italiens essentiellement. Et les Juifs d'Europe de l'Est qui sont arrivés ici pour fuir notamment les pogroms, les répressions, etc., ils ont formé une communauté importante et ça a permis, par exemple, la survivance de la langue yiddish en particulier. Montréal est devenu un centre littéraire yiddish. Et je me demandais, cette survivance linguistique, culturelle et mémorielle aussi, est-ce que c'est un cas de figure qui a été un peu comme ça pour les Ukrainiens? C'est très bonne question, Mathieu, et c'est tellement vrai. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo d'historien ukrainien et lui, il dit que c'est grâce à l'immigration que la langue ukrainienne, la culture ukrainienne a survécu. Hmm. Parce que pendant l'Union soviétique, c'était presque impossible de parler en ukrainien. Si tu parles en ukrainien, tu peux être tué, tu peux être interné, tu peux être envoyé en Sibérie. C'est pour ça cette vague énorme d'immigration des gens nationalistes ukrainiens Mhm. dont la langue maternelle était ukrainien, arrivent ici au Canada. Ils se sentent libres de parler ukrainien. Ils se sentent libres de pratiquer leur religion. Leur religion. Oui, en leur langue maternelle, avoir les traditions, etc. Parce que même les traditions de Noël ukrainien à l'URSS, c'était interdit. Mhm. Donc, tout ce qui... même la chanson en ukrainien qu'on va entendre à la fin, là, Oui, on va en mettre une deuxième. c'est ça, Oui. c'était interdit. Ah oui, OK. En Crimée, aujourd'hui, c'est interdit.
Donc, Ah oui, c'est, ouais, décidément, ouais. c'est incroyable. Donc, effectivement, en arrivant ici, au Canada, les gens, les Ukrainiens, ils se sentaient libres de faire, d'être un Ukrainien, hein, d'être un Ukrainien un tout petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'écoles, de centres culturels, d'associations ukrainiens sportifs, d'étudiants, politiques qui vont arriver ici. Et les Ukrainiens voulaient pas que leurs enfants et eux-mêmes oublient leur propre langue, hein, leur propre culture, l'art. Vu que c'est impossible de créer l'État indépendant ukrainien sur le territoire, hein, ils faisaient tout pour sauvegarder tout ce qu'ils pouvaient. Et oui, donc on reproduit le pays ailleurs, finalement, hein, c'est ça. Hein, tu parlais de paysages ukrainiens dans l'Ouest canadien. Il y a ça aussi. Hein, je pense qu'on construisait, tu m'avais expliqué que les Ukrainiens construisaient même un style de maison, hein, qui était selon leur savoir traditionnel. Oui, mais en même temps, ce que je trouve fascinant avec la communauté ukrainienne, elle s'intègre facilement dans la communauté d'accueil, dans la communauté québécoise, parce que, tu sais, on va à l'école québécoise, on apprend le français. Regarde, je parle parfaitement français. Beaucoup d'immigrants ukrainiens s'intègrent vraiment. On va travailler dans les usines québécois, montréalais, etc. Pas juste fermés. Donc, c'était pas vraiment les ghettos, pas du tout. Non. Les Ukrainiens se donnaient tout pour s'intégrer, mais en même temps, tu sais, pendant leur temps libre, si on peut dire comme ça, ils pouvaient se donner aussi à l'Ukraine. Donc, c'était vraiment un balance, l'équilibre, je pourrais dire. C'est vraiment intéressant. Et on attaque malheureusement le dernier droit de l'émission, Galina, mais j'aimerais qu'on revienne, si tu es d'accord, sur la petite Ukraine dans Rosemont. Alors, tu proposes une visite guidée qui est formidable et j'invite tout le monde à la faire et on va dire en fin d'émission où aller pour la faire, etc., comment te contacter. Mais alors, sans vouloir trop dévoiler de ta visite guidée, j'aimerais ça qu'on parle quand même un peu de la petite Ukraine dans Rosemont. On y trouve en fait toutes sortes d'institutions. Il y a une concentration en fait d'institutions ukrainiennes dans ce territoire assez spécial, hein, c'est ça? Hein? Exactement. Et l'un d'institutions spéciales, comme tu dis, c'est la cathédrale, hein, cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie. Qui est en face du parc de l'Ukraine. Exactement. C'est vraiment l'épicentre de la petite Ukraine, Sainte-Sophie. Oui, on pourrait dire ça. Et c'est aussi un symbole visible de la communauté ukrainienne. Oui, ça c'est très visible. Hein. On ne peut pas le rater dans le quartier. Oui, si je parle un peu de l'histoire de cette cathédrale-là, donc la paroisse Sainte-Sophie existe depuis 1925. Il y avait juste 15 personnes, mais avec toutes ces vagues d'immigration qu'on vient de parler, la communauté ukrainienne augmente. À Rosemont, à peu près 6 000 personnes, 6 000 Ukrainiens qui habitent. Effectivement, il faut avoir une paroisse, une église plus grande. C'est pour ça que la communauté achète ce terrain pour construire l'église. Ce qui est intéressant, que les plans pour l'église a été créé par un Ukrainien qui s'appelle Volodymyr Sichinski. C'est un personne très important en fait pour les Ukrainiens parce qu'il c'était l'historien de l'art. Il était avec le premier président de l'Ukraine, Mikhail Grushevski. Il éditait le journal. Donc, il écrivait beaucoup de livres sur l'architecture, sur la culture, sur l'art ukrainien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui voulait protéger et sauvegarder. Et en même temps, il est architecte, donc il construit cette belle église-là. C'est une église qui est de rite orthodoxe, hein, c'est ça? Exactement. Oui, OK. Donc, c'est orthodoxe et cette église est construite conformément au symbole d'orthodoxie. Donc, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est en forme de croix. Donc, on peut voir que c'est en forme de croix. On voit les dômes
Donc, il y a 5 dômes. Et aussi, il y a, par exemple, la couleur, la forme de dôme qui symbolise certaines choses dans l'orthodoxie. Donc, pendant ma visite guidée, en voyant cette église-là, moi, je parle et aussi je compare les églises orthodoxes ukrainiennes et les églises orthodoxes russes. Donc, comment on peut les Ah oui, distinguer? parce que c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est ça, hein? Ben, chaque C'est nation oui. a ses propres Je trouve que symboles. tu l'expliques très bien dans ta visite d'ailleurs, la différence architecturale, de décoration aussi. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, faites la visite de Galina, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir. En plus, vous allez aider l'Ukraine, c'est très bien. Et autour de Sainte-Sophie, donc, il y a quelques autres institutions ou lieux d'importance hein, pour les Ukrainiens. Il y a le parc, par exemple, qui est Et bourré de symbolique, hein, le parc de l'Ukraine. Hein. exactement, exactement. Donc, parc de l'Ukraine. En fait, ce parc-là porte le nom de parc de l'Ukraine, ça fait pas longtemps, à partir des années 70. 70, oui, Oui, OK. 70. Et en 2018 seulement, le parc a été aménagé comme on le voit aujourd'hui. Pourquoi il a été aménagé? Ben, pour vraiment rendre hommage à la communauté ukrainienne qui habite Rosemont. Je trouve ça formidable. En fait, à cause de ça, je fais la visite Ah guidée oui, là. c'est ça. Et il y a les installations ludiques, Oui. modernes, design original, mais comme tu dis, bourré de symbolisme. Par exemple, il y a une œuvre d'art moderne. C'est une œuvre de Pâques de Pisanka. C'est une tradition très, très importante pour les Ukrainiens. Donc, on voit cette œuvre d'art. On voit aussi les sentiers qui se reproduisent le forme de l'armoirie ukrainienne. Ah oui. Donc, effectivement, juste en marchant dans le parc, tu peux sentir que la communauté ukrainienne habite là-bas. Ah oui, c'est très intéressant. Et habite là-bas, il y a même sans doute une maison de retraite qui a eu son rôle à jouer, hein, d'ailleurs, dans le développement des maisons de retraite au Québec en général. Hein. Oui. D'ailleurs, le villa, hein, la résidence pour les personnes âgées en Ukraine, a vu le jour grâce à une Québécoise. Ce qui est intéressant, Ouais. cette Québécoise était mariée avec un Ukrainien. Et on dit, hein, qui prend mari prend le pays. Oui, oui. Donc, Madame La Rochelle était très, très active dans la communauté ukrainienne et elle a vu que les personnes âgées vraiment pouvaient pas s'intégrer assez facilement comme les jeunes et elle voulait les aider. Donc, elle ouvre cette résidence pour les personnes âgées. Et ce qui est intéressant, qu'elle reçoit aussi le prix spécial parce que c'est grâce à cette résidence-là qu'elle édifie les bases de ce qui est devenu le regroupement québécois des résidences pour les personnes C'est âgées. intéressant. Donc, ça veut dire que c'est grâce à la communauté ukrainienne, aujourd'hui, au Québec, on a les résidences pour les personnes Eh âgées. ben, et on la remercie, la communauté ukrainienne et Madame La Rochelle, si elle nous entend. Et écoute, Galina, maintenant, on est vraiment dans la dernière partie de l'émission. J'aimerais qu'on prenne quand même un moment pour qu'on revienne peut-être un peu plus brutalement, hélas, dans le présent. Alors, évidemment, j'apprendrai à personne que l'Ukraine est un pays dans un état de guerre contre la Russie en ce moment, qui a envahi son territoire en février 2022, après avoir déjà pris par la force la Crimée il y a 10 ans maintenant. Tout ça semait beaucoup de consternation en Occident parce qu'on ne s'imaginait plus qu'il pourrait y avoir des guerres de conquête comme ça en Europe au 21e siècle. Donc, ça a beaucoup frappé l'imaginaire, ça a beaucoup révolté, je pense, les gens aussi. Mais le peuple ukrainien résiste vaillamment, avec beaucoup de courage. Et toi, Galina, à ton échelle, à ton niveau, tu joues un rôle aussi dans cet effort de guerre, cet effort de liberté. Et à travers ton travail, est-ce que tu pourrais brièvement nous en parler pour conclure l'émission? Oui. Le mot brutalement, Mhm. c'est bien dit. Parce que le 24 février 2022, moi, je me suis réveillée brutalement. Personne n'a été préparé pour la guerre. Hein. On n'est jamais préparé pour ce genre de choses. Et moi, vu que je suis au Canada, je ne pouvais pas vraiment aider directement les gens, même mes parents qui étaient en Ukraine,
quand l'invasion russe en Ukraine a commencé. Ils se sont sortis, maintenant ils habitent en Allemagne. Et en écoutant notre président Volodymyr Zelensky, au début de la guerre, il a dit que vous pouvez contribuer à l'effort de la guerre là où vous vous trouvez. Et ça m'a comme marqué. Je me posais la question, Galina, qu'est-ce que tu peux faire en étant ici, à Montréal, pour aider les compatriotes? Premièrement, moi, je suis interprète. Donc, effectivement, moi, j'étais interprète bénévole pour la Croix-Rouge quand beaucoup de réfugiés ukrainiens arrivaient à Montréal. Aussi, j'interprétais pour les cliniques des réfugiés, pour la communauté ukrainienne. Présentement, aujourd'hui aussi, j'interprète pour les rencontres et les écrivains ukrainiens quand ils arrivent à Montréal, dans les librairies, pendant le festival, salon de livres. Ça, c'était mon travail d'interprète et mon travail de guide touristique. Je me suis dit, je travaille au musée Pointe-à-Calguère. Pourquoi ne pas faire les visites guidées en ukrainien pour les réfugiés ukrainiens? Donc, j'en fais aujourd'hui comme au musée Pointe-à-Calguère et aussi au château Ramsay. Et effectivement, ma visite guidée, La Petite Ukraine, que moi, j'ai commencé même avant la guerre en 2019. Ah oui, OK. Oui, pour vraiment raconter aux francophones de Montréal sur l'histoire des migrants ukrainiens. Et aujourd'hui, depuis 2022, les fonds amassés pendant ces visites guidées-là, moi, j'ai don l'organisme local. Ce sont mes amis qui préparent les trousses de premiers soins tactiques qui envoient directement au front. Donc, moi, je sais que cet argent-là va aider à sauver les vies des soldats ukrainiens. Et si moi, je sauve juste une seule vie, ça vaut la peine. Ça vaut Absolument. la peine. Absolument. Écoute, ça conclut notre émission aujourd'hui. Alors, merci infiniment, Galina, d'avoir été des nôtres pour raconter cette histoire de l'Ukraine, des Ukrainiens de Montréal, du Canada, de la petite Ukraine dans Rosemont, tous ces liens historiques qui créent Montréal et une histoire mal connue, mais grâce à toi, un peu plus connue aujourd'hui. Alors, on va mettre sur nos réseaux sociaux au moment où on va être diffusé l'émission des liens justement vers tes visites guidées pour les gens qui voudraient faire ta visite de la petite Ukraine et par la même occasion, donner un coup de main justement à l'Ukraine par ton entremise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu, de m'avoir reçu. Merci à tous les écouteurs, les gens qui nous écoutent. Je m'excuse. Et j'aimerais terminer avec les paroles de Taras Shevchenko. Que notre esprit, que notre chant ne meure ni ne s'éteigne. C'est là que réside notre gloire, la gloire de l'Ukraine. Slava Ukraini. On va se laisser, Galina, sur une dernière chanson que tu as choisie. Tu pourrais nous en dire quelques mots rapidement? Oui, donc la chanson s'appelle « Ой, у лузі червона калина ». C'est la chanson que chaque Ukrainien et Ukrainienne connaît par cœur aujourd'hui, car dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en février 2022, cette chanson est devenue la chanson de la résistance du peuple ukrainien. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан.
і з ворогами там. А ми тую ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецькую славу збережемо, а ми нашу славну Україну. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.